bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. On regarde les différentes articulations de ce journal. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé samedi au lancement de l'édition 2022 du Massa. Le chef de gouvernement a invité les artistes à s'inscrire dans l'innovation afin de vulgariser leurs œuvres et la culture dans sa généralité. La foire aux créateurs va durer une semaine. Le ministre-gouverneur du district autonome du Haut-Roba, Moussa Dosso, a été investi samedi. La cérémonie s'est déroulée à la place de la République de Séguéla, dans le centre-ouest du pays. C'était en présence d'autorités politiques, administratives et sociales des régions du Haut-Rodougou, du Béré et du Bafing. Et puis au Burkina Faso, un gouvernement de transition de 25 membres prévu par la charte constitutionnelle a été formé samedi soir à Ouagadougou. Il intervient 2 jours après la désignation du Premier ministre Albert Ouedraogo. Et c'est parti pour la 12e édition du Massa, le marché des arts, du spectacle d'Abidjan, les industries culturelles et créatives, le défi de contenu. C'est le thème de ce rendez-vous hautement culturel et artistique. À l'occasion, le Premier ministre a encouragé les artistes à s'inscrire dans l'innovation, notamment celle de la transformation digitale. Retour sur le temps fort de la cérémonie d'ouverture avec Alexis Ouedraogo. Du son, de la danse, de la couleur. Ce samedi, au Palais de la Culture de Treichville, Abidjan devient la capitale africaine du monde des arts. Le Massa 2022, c'est plus de 182 spectacles, 98 groupes venus de 26 pays. Tous les spectacles du Massa In et du Massa Off sont totalement gratuits. Par conséquent, le public est invité à investir tous les lieux de spectacle. Pour le ministre de la Culture, cette 12e édition est l'occasion de réaffirmer l'existence d'une économie créative, la possibilité de faire des exploits et de répondre aux besoins de la jeunesse. Le thème du Massa 2022, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, est un appel à la professionnalisation des métiers des arts et une invitation à nourrir notre imaginaire des richesses de notre patrimoine culturel. Le Massa est aussi un espace économique. En effet, dans le contexte nouveau, marqué par la puissante polarisation des réseaux sociaux, les scènes transcendent l'espace et le temps. Je ne doute donc pas qu'ici, des carrières prendront forme. Les acheteurs et les créateurs qui se rencontreront à cette occasion signeront assurément un bail pour le plus grand bonheur des seconds. Tel est notre espoir pour la communauté des artistes africains. Président cette rencontre, le Premier ministre salue cet événement aujourd'hui vitrine de créativité et d'opportunités. Patrick Achi invite les artistes à prendre conscience de la richesse du secteur des arts à l'heure du numérique. Il nous faut prendre conscience de ce joyau, le protéger, le chérir, l'aider à grandir encore, encourager nos talents, nos artistes, former nos professionnels, faire grandir nos artistes en herbe, placer la culture comme une pierre angulaire du nouveau destin de l'Afrique pour le siècle qui vient. Un destin de modèle et d'inspiration pour le reste du monde. Rappelant les efforts du gouvernement à promouvoir le secteur, Patrick Achi reconnaît que beaucoup reste à faire. Sur ce sujet, plus qu'encore que sur d'autres, les soutiens bilatéraux et multilatéraux, mais surtout les investissements d'acteurs privés experts de ce secteur industriel permettront un développement puissant et durable du monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Chers partenaires au développement, chers investisseurs, vous avez entendu mon message. Osez, venez, nous vous attendons. Nos artistes vous attendent pour inventer et écrire de formidables histoires artistiques en Côte d'Ivoire pour l'Afrique et le monde entier. Cette personnalité du monde culturel ivoirien ont été, au cours de cette cérémonie d'ouverture, élevés dans l'ordre national. Le Massa lui refermera ses portes le 12 mars prochain.
Et comme vous pouvez le voir sur ces images, celles qui ont précédé le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan a démarré samedi au Palais de la Culture de Treichville. Une cérémonie d'ouverture riche en son et en lumière avec le groupe Magic System. Comme ils savent si bien le faire, les magiciens ont fait chanter et danser le public venu nombreux pour la circonstance. Et pour continuer à parler du Massa, la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle était ce soir l'invitée de la rédaction de RTI1. Avec Marie-Laure Ngouran, Arlette Badou-Nguessan est revenue sur les innovations 2022 du Massa. Voici un extrait de son passage. L'enjeu pour moi réside principalement dans la volonté du chef de l'État de relancer à travers ce Massa les activités culturelles et surtout de donner espoir aux artistes de Côte d'Ivoire qui ont été impactés par le contexte de la Covid-19 et ensuite de pouvoir enclencher le processus d'industrialisation voulu par le chef de l'État en insistant sur la formation et surtout en introduisant le facteur digitalisation dans notre patrimoine culturel. Nous sommes allés pour ce Massa principalement sur l'existant, mais l'innovation majeure, c'est la formation, d'insister vraiment sur la formation pour que nos artistes puissent intégrer dans leur façon de faire, dans leur création, le volet digitalisation, comme le Premier ministre l'a dit hier, parce qu'avec la situation de Covid, il nous faut changer de paradigme, de manière de faire et surtout, en plus de l'exercice classique des activités culturelles, il va falloir maintenant intégrer ce volet digitalisation pour être professionnel et surtout vendre convenablement les produits culturels. Je voudrais encore insister pour dire que tous les spectacles, tous les 200 spectacles sont gratuits et nous avons pris des dispositions au niveau du transport pour acheminer les publics sur les différents sites et aussi nous avons misé sur les dispositions sanitaires, les dispositions sécuritaires pour rassurer tous ces publics qui vont déferler vers ces sites-là. Et je pense que la fête sera belle. La fête sera belle. Faisons à présent un petit tour hors de la Côte d'Ivoire avec le président du Sénat qui est en mission à Rabat, au Maroc. Jeannot Aoussou-Kouadio participe à la 11e conférence de l'ACK, l'association des Sénats, Choura, des conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe. Le patron de la Chambre haute du Parlement a été reçu en audience par le président de l'ACK. On fait le point de la rencontre avec Herman Guivet, envoyé spécial au Maroc. Une audience au cours de laquelle les deux parties ivoiriennes et marocaines ont réaffirmé les liens historiques qui lient leurs deux pays, saluant de même l'excellente santé de leurs relations actuelles. Nous avons profité de cette occasion pour renforcer la coopération ivoiro-marocaine à travers la signature d'une convention de partenariat entre le Sénat marocain et le Sénat de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je dirais qu'elle connaît sa grande splendeur avec Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara, la coopération de sa splendeur totale. En 2015, au titre des investissements directs étrangers, le Maroc était numéro 1, le premier partenaire de Côte d'Ivoire en termes d'investissements étrangers. Nous voulons saluer cette coopération et nous, les deux chambres, le Sénat marocain et le Sénat ivoirien, nous allons travailler ensemble pour faire tomber le maximum de barrières afin que nous passions à une autre phase, à une phase d'intégration entre le peuple marocain et le peuple de Côte d'Ivoire. Un accord de partenariat entre nos deux Sénats et nous espérons bien que nous réalisons les actes de cet accord premièrement dans le but de renforcer ces relations, que ce soit des relations entre peuples aussi, et que ce soit aussi des relations qui auront un impact positif sur le développement économique et social entre les deux pays. Chers frères, soyez toujours la bienvenue au Maroc. Cet accord prévoit la mise en œuvre d'un programme visant à encourager l'échange d'expériences
et de savoir-faire en matière juridique, de procédures législatives, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Un geste qui témoigne à nouveau de la volonté des parlements ivoiriens et marocains à travailler main dans la main. C'est dans exactement 48 heures que le monde entier va célébrer le 8 mars la journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, c'est la commune de Koumassi qui va abriter la cérémonie officielle. Mais avant, un panel de haut niveau s'est tenu dans la commune du Plateau. Autre fait marquant, la signature d'une convention de 3 milliards de francs CFA entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et un établissement bancaire de la place. Alexis Ouedraogo. Une convention de 3 milliards de francs CFA entre un groupe bancaire et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Objectif, accompagner les femmes dans leur combat pour un avenir durable. Notre présence à vos côtés traduit la volonté manifeste d'œuvrer conjointement avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour une coopération exemplaire dans tous les domaines et particulièrement celui du développement et de l'appui financier. Ce samedi au Plateau, en marge de la Journée internationale de la femme, un panel de haut niveau s'est tenu autour du thème « Égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire ». Dans l'autonomisation de la femme, il faut mettre plus d'accent sur les opportunités qui existent ou qui sont données par cette lutte contre les changements climatiques. L'Union européenne, pendant les dernières années, a investi en Côte d'Ivoire à peu près 40 milliards francs CFA. À partir de 2022, on a un grand projet sur la formation professionnelle pour à peu près 6 milliards francs CFA. Pour Nassene Batoré, les défis du changement climatique obligent une action vigoureuse du gouvernement, surtout à l'endroit des femmes. Le gouvernement est résolument engagé dans la mise en œuvre des initiatives en mettant l'accent sur le financement de solutions climatiques équitables pour les sexes en vue de renforcer le leadership des femmes dans l'économie verte et leur résilience face aux impacts et aux catastrophes climatiques. La rencontre s'est enrichie de l'intervention de plusieurs panélistes sur les problématiques du changement climatique. On continue avec la Journée internationale de la femme qui se tiendra mardi prochain. La question des acquis professionnels était au cœur des échanges entre Hamza Diaby et la directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'était ce dimanche. Félicité Couton que je vous propose d'écouter. L'objectif donc de cette célébration, c'est progressivement d'évaluer les avancées, les efforts qui sont réalisés par les différents pays, les États, pour faire en sorte que les droits des femmes soient de plus en plus réalisés et que les inégalités de ce fait puissent s'estomper pour permettre un développement harmonieux et une justice sociale. Et la plupart des droits sont suffisamment respectés, je ne dirais pas entièrement respectés. Je ne peux pas dire que ça va tout à fait, parce que j'attends mieux que cela. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'avec la politique de l'école obligatoire, les petites filles ont accès à l'école. Beaucoup plus d'opportunités sont offertes aux femmes pour réaliser leurs droits, et tous les droits. Il ne peut pas avoir de développement durable, vous convenez avec moi, si les conditions de vie sociale ne sont pas améliorées. Les conditions d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, d'accès à l'eau, toutes ces choses inhérentes à la vie, si ces conditions sociales ne sont pas réalisées, il ne peut pas avoir de développement qui ait un début de durabilité. Il faut également prendre en compte la nécessité de garantir la paix sociale. Et la femme doit être un élément, un acteur principal de la recherche de la paix, de la cohésion. Elle doit être impliquée au même titre que l'homme dans les aspects de recherche. Et le volet environnemental? Du point de vue de l'environnement, c'est notre berceau à tous. L'environnement, nous y baignons, nous y vivons, nous profitons de ces ressources. Et si nous ne préservons pas ces ressources et que nous les gaspillons, nous arriverons progressivement à ce que les générations futures n'aient plus rien dans lesquels baigner et tirer profit de ceux dont nous tirons profit aujourd'hui. Donc, il est important que les aspects de biodiversité soient préservés, les aspects de changement climatique soient amorcés pour que la population dans son ensemble puisse vivre dans un monde qui soit agréable à vivre. Il faut bien créer la richesse, mais il faut que les hommes, au même titre que les femmes, puissent à la fois créer, mais aussi tirer profit de ces richesses. Il faut veiller à ce qu'une répartition égalitaire des richesses soit assurée dans le monde et par tous.
Et je vous le disais en ouverture de cette tranche d'information à la place de la République de Séguéla, le ministre-gouverneur du district autonome du Haut-Roba a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. En présence du président de l'Assemblée nationale par intérim, Adama Bictogo, Moussa Dosso s'est engagé à travailler pour le rayonnement du district dont il a désormais la charge. Abou Sanogo. Ambiance des grands jours à la place de la République de Séguéla, capitale du Ourodougou. Forte mobilisation des populations du district autonome du Woroba, regroupant les régions du Ourodougou, du Béri et du Bafing. Ces populations sont venues dans leur diversité pour un seul mobile. Participer à l'investiture du ministre-gouverneur du district autonome du Woroba, Moussa Dosso. Une mobilisation qui témoigne de leur soif au développement et de leur soutien au président de la République Alassane Ouattara. Et c'est en présence du président de l'Assemblée nationale par intérim Adama Bictogo et des élus et cadres des 3 régions que Moussa Dosso a été officiellement installé dans le fauteuil de ministre-gouverneur du district autonome du Woroba. Moussa Dosso témoigne sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour les projets réalisés au profit du district autonome du Woroba, dont certains sont en chantier. Il entend pour cela mener des actions concrètes au profit des populations. Il s'agira pour nous donc de mener de façon diligente des actions concrètes au profit de nos populations en matière d'eau, en pompe hydraulique, améliorer les villages qui en sont dépourvus afin de rendre l'accès de l'eau potable à tous. Doter nos hôpitaux régionaux d'équipements modernes et élargir les plateaux techniques avec les spécialités non existantes actuellement qui obligent nos populations à faire le déplacement jusqu'à Bouaké et au mieux à Abidjan. Créer des lycées d'excellence dans nos 3 régions et une université de district capable de renforcer la qualité de l'éducation dans notre zone in fine. Adama Bictogo et le ministre Moussa Sanogo ont appelé à l'union des cadres, élus, fils et filles des 3 régions qui composent le Woroba, autour du ministre-gouverneur Moussa Dosso. Vous avez la même culture, vous avez la même langue, vous avez la même histoire. Et cette force, vous devez la transformer. Ce qui est simple, c'est l'union des fils, l'union des filles du Woroba. Les défis de notre district sont nombreux. Et c'est pour cela que nous voulons saluer la vision du président de la République. Car à travers les districts autonomes, c'est une spécialisation et une accélération du développement de nos districts qui doit s'opérer. Moussa Dosso, ministre-gouverneur du district autonome du Woroba, nommé le 18 juin 2021, travaillera avec 2 vice-ministres-gouverneurs, à savoir Mamadou Diomandé et Ibrahim Bakayoko. Toujours au micro d'Abou Sanogo, on écoute maintenant quelques réactions recueillies à la fin de la cérémonie. Nous souhaitons qu'il soit celui-même qui puisse mobiliser toutes les ressources humaines et naturelles du Woroba pour le développement de notre région. Aujourd'hui, c'est une véritable renaissance avec la mise à disposition des populations de projets d'infrastructure en matière d'eau, en matière d'éducation, en matière de santé, toutes choses qui aujourd'hui contribuent à améliorer les conditions de vie des populations. Notre région, le Woroba, a beaucoup de potentialités et nous faut nous donner la main pour enclencher le développement de Woroba autour du ministre-gouverneur. Notre devoir donc en tant que cadre, c'est d'être rassemblés donc autour de lui et de l'accompagner en vue de la réussite de sa mission. Il nous appartient en tant que fils et filles du Woroba de soutenir le ministre-gouverneur et de façon concertée pour donc amener au développement de notre district. Le chef de l'État vient de mettre à notre disposition un grand outil de développement pour le Woroba. Dans ce sens que nos cultures et nos richesses naturelles, dorénavant, pourront être valorisées. Nous n'avons aucun doute que tout ce qui est attendu par les populations et qui est prévu, qui a été promis par le président de la République, connaîtra un coup d'accélérateur. Nous en appelons à l'unité de tous les fils et filles du Woroba pour que nous puissions en tout cas relever ce défi et faire en sorte que notre district puisse trouver le chemin de l'émergence.
on est confiant qu'avec lui, on pourra mettre ensemble un certain nombre de projets pour le développement socio-économique du district de Woroba. Le seul médicament, le seul comprimé pour réussir ça, il faut qu'on se mette ensemble pour accompagner le ministre. Tant qu'il a besoin de nous, nous sommes là. Même s'il n'a pas besoin de nous, nous ferons tout pour lui montrer nos projets, pour lui montrer que nous sommes actifs dans le développement de notre district. Aux uns aux autres de se mobiliser auprès du ministre pour pouvoir l'accompagner dans sa tâche. L'investiture du ministre-gouverneur démontre qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara pense au district du Woroba et sur la question du développement, nous, la jeunesse du district de Woroba, nous sommes prêts à accompagner le ministre-gouverneur. Nous souhaitons bonne chance, surtout bon vent et nous l'accompagnons aussi vraiment pour cette mission qui n'est pas si facile. Ça va plus rapprocher les cadres des 3 régions du Woroba. Et vraiment, nous saluons cette initiative du président Alassane Ouattara. On change de sujet pour s'intéresser maintenant à la santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 6 mars 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 2508 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 69 guéris et 0 décès. À la date du 6 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 556 cas confirmés, dont 80 383 personnes guéries, 795 décès et 369 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 431 243. Le 5 mars, 17 978 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 333 767 doses du 1er mars 2021 au 5 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le rideau est tombé sur l'édition 2022 du Salon international de l'agriculture de Paris. Malgré la crise sanitaire et quelques appréhensions, il y a eu de l'engouement. De son côté, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a jugé satisfaisant la participation de la Côte d'Ivoire, une participation qui s'est soldée par plusieurs partenariats noués et des annonces d'investissement dans le secteur agricole national. On regarde le compte-rendu de notre envoyé spécial, Cheikh Aboubacar Koné. Le Salon international de l'agriculture de Paris, c'est fini. Une 58e édition placée sous le signe des retrouvailles après le rendez-vous manqué de 2021. Les restrictions sanitaires dues à la Covid-19 n'ont pas entaché la mobilisation des passionnés de l'agriculture venus des 4 coins du monde. Quant à la Côte d'Ivoire, la tradition a été respectée. Le pays a présenté l'un des plus grands et beaux stands de son pavillon. Plus d'une trentaine de conférences et panels sur la déforestation, la durabilité et la transformation des produits agricoles a été organisé en présence d'acteurs et d'investisseurs intéressés de contribuer au développement de l'agriculture ivoirienne. Vu les informations qui nous parviennent et au regard de ce qui nous entoure, nous disons que nous avons fait un grand salon avec des stands appropriés et où des produits made in Côte d'Ivoire ont été exposés et nous en sommes vraiment fiers de savoir que la Côte d'Ivoire a été dignement représentée. Grâce donc à son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre, nous avons pu avoir des moyens pour pouvoir faire ce salon. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous ayons une économie structurelle basée sur la notion de transformation, sur la notion de conservation. Dans l'ensemble, la 58e édition du SIA de Paris est un pari réussi de la participation de la Côte d'Ivoire qui démontre ainsi toute sa place dans l'agriculture mondiale. Merci, Cheikh Koné. Bon retour à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Kandia Camara était à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora a marrainé la 9e édition du championnat interécole de ce pôle d'excellence. Elle a surtout salué l'intérêt de ses futurs ingénieurs
Au sport, Kader Sogodougou. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, sur un terrain de handball, transformant un pénalty, donne ainsi le coup d'envoi des finales de la 9e édition du championnat inter-école de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le sport pour la cohésion et une saine émulation entre étudiants de cette prestigieuse école d'ingénieurs. Son directeur général Moussa Kader Diaby, en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamara, a su planter le décor. Dans une école aussi prestigieuse que l'INPHB, démontrer que nous pouvons allier sport et études. Et cette 9e édition, placée également sous le thème du sport et de la digitalisation, montre également que le sport ne peut pas être déconnecté en fait des objectifs de développement. Athlétisme, volleyball, basketball, handball, football, etc. La dizaine d'écoles que comporte l'INPHB avait pour parrain sportif Bonaventure Kalou, ancien international de la SEC Mimosa et des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de saluer vivement cette initiative pour avoir intégré dans votre système de formation le sport qui reste un véritable facteur de cohésion et de rassemblement. Des étudiants brillants et assidus au cours, bons également au sport. Kandia Kamara n'est pas passé par 4 chemins pour féliciter l'initiative de la direction générale de l'INPHB. Le sport vous aidera à pratiquer la vie en société. Il favorise en effet la cohésion entre les acteurs, le respect de l'autre, l'humilité face à l'effort, le dépassement de soi, le courage et aussi la passion du bien et du bon. La présente cérémonie est bien plus qu'utile. Elle est nécessaire, voire indispensable pour vous, chers étudiants. Des écoles comme l'ESI, la CPGE ou encore les STP ont raflé de nombreux trophées. Un défilé des participants, au nombre desquels des pays comme la Guinée, le Burkina Faso et le Congo, qui ont des étudiants à l'INPHB, a été très apprécié à la clôture de ce championnat. Dans le département de Ouangoulo-Dougou, un conflit foncier a fait 7 morts et plusieurs blessés. On note aussi d'importants dégâts matériels dépêchés sur place. Le ministre d'État, ministre de la Défense par ailleurs, président du conseil régional de Tchologo, a rencontré les différentes parties. Téné Birahima Ouattara les a appelés au calme. Kwadjo Kwame. Devant les autorités coutumières, religieuses, administratives, politiques, militaires, cadres et élus de la région du Tchologo, le préfet de Ouangoulo-Dougou a situé le contexte de ces affrontements. Il s'agit d'un conflit foncier jusque-là contenu entre les villages de Soloné, sous-préfecture de Diawala, et Norgo 1, sous-préfecture de Niélé. Conflit qui a atteint son paroxysme suite à l'exploitation d'une carrière, soldée par des morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Le ministre d'État, ministre de la Défense, d'un ton ferme, a fustigé ces comportements et indiqué que les auteurs seront traduits devant les juridictions compétentes. Il faut qu'on arrête. Si vous voulez vous retrouver en prison, continuez à faire ce que vous avez commencé à faire. On ne va plus laisser se perpétuer ce genre de comportement. Et toute personne qui va aller à l'encontre des décisions de l'administration sera à porte-à-faux et va se faire arrêter et se faire emprisonner. Le général des corps d'armée Touré Apalo a embouché la même trompette, soulignant que face à l'incivisme et au mépris des règles qui régissent la vie en société, des dispositions sécuritaires seront prises pour faire barrage au désordre. Même son de cloche pour le ministre Adama Diawara, qui a appelé les populations de la région à être des vecteurs de paix, de cohésion sociale et de développement. Message que véhiculent les premiers magistrats des communes de Niélé et de Diawala à leurs administrés. Nous sommes tous parents, nous sommes tous fils du canton Niélé et nous devons trouver des solutions plus cordiales, plus souples pour régler nos divergences. Ils en existeront, mais on doit comprendre qu'il y a toujours des voies pour régler ces divergences. Diawala et Niélé et même Nabengue, ce sont des frères qui ont installé ces villages. Donc je ne vois pas, quelle que soit la raison, qu'on puisse en arriver à cette situation. Donc aujourd'hui, nous les appelons au calme et surtout, dorénavant, quelle que soit
ce qui les opposera, qu'on puisse prôner le dialogue. Pour une paix durable dans la région, les autorités coutumières souhaitent le redécoupage administratif des terroirs. Quant aux autorités administratives, le désarmement des détenteurs illégaux d'armes à feu, la création des comités d'éveil, l'ouverture des brigades de gendarmerie de Niélé et de Diawala et l'indemnisation des victimes. Et la commune d'Abobo se souvient d'Ahmed Bakayoko, un an après sa disparition. Une prière, sinon une cérémonie de prière écuménique s'est déroulée ce dimanche sur l'esplanade de la mairie de la commune, dont il était aussi le premier magistrat. Des guides religieux en présence du maire de la commune, Kandia Kamara, de sa famille biologique, politique et du gouvernement ont prié pour le repos de son âme. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Lecture du Coran et prière pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour la première année de l'anniversaire de son décès, les guides religieux chrétiens et musulmans ont prié en sa mémoire. C'est une nécessité dans l'islam, c'est une demande, c'est une instruction de Dieu et de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque nous perdons des êtres chers, des croyants, que nous puissions prier pour eux, faire des sacrifices pour eux, parce que là où ils sont, ils ne peuvent plus prier pour eux-mêmes, ils ne peuvent plus faire des sacrifices. Il était bon, Ahmed Bakayoko. Il a marqué les cœurs et les esprits. Même les enfants continuent de se souvenir de lui. Pour un tel homme, dans l'esprit des Ivoiriens, il n'est pas mort, il vit par le Créateur, notre Seigneur. En présence des membres de sa famille biologique, politique et du gouvernement, le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, a rendu hommage à Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. En parlant d'Ahmed Bakayoko, nous avons une pensée aussi pour sa famille. Nous prions Dieu afin qu'il les fortifie, afin qu'il leur donne la force de continuer de supporter cette épreuve extrêmement difficile. Que Dieu le Tout-Puissant exauce toutes les prières, toutes les bénédictions qui ont été faites pour le repos de l'âme de notre frère El Hadj Ahmed Bakayoko. Avec elle, sa formation politique, le RHDP. Cette cérémonie écuménique montre encore l'homme Ahmed, l'homme du rassemblement, l'homme qui a su intégrer en lui toutes les différences. Et je voudrais, au nom du parti, au nom du président du parti, au nom de tous les cadres du parti, lui dire encore une fois de plus et dire à sa famille qu'Ahmed reste dans nos cœurs. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021. Il aurait eu 57 ans cette année. Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, moins de 48 heures après sa nomination, le Premier ministre Albert Ouedraogo a rendu publique la liste de son équipe de 25 ministres. Certaines personnalités du régime déchu de Roch Marc Christian Kaboré signent leur retour, mais on y retrouve aussi de nouveaux visages. 6 femmes figurent parmi les 25 personnalités choisies pour conduire ce gouvernement de la transition. Et sans transition aucune, on y va maintenant pour le 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde, avec cette sélection d'Alexis Ouedraogo. En France, le masque n'est plus obligatoire dans les musées, cinémas, restaurants. Un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires alors que la maladie décroît fortement. Le masque restera toutefois obligatoire dans les transports où le pass, lui, est exigé. Au Burkina Faso, une charte constitutionnelle de la transition signée mardi par le chef de la junte au pouvoir fixe à 36 mois la période de transition avant de nouvelles élections où le président ne sera pas éligible. Près de 2500 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont tenté mercredi de franchir la haute clôture protégeant l'enclave espagnole de Melilla, située au nord du Maroc. Environ 500 d'entre eux y seraient parvenus, a indiqué ce mercredi la préfecture. Autre actualité de cette journée, le décès de Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur vedette du Trésor de TF1, des suites d'un cancer du poumon. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a désigné jeudi son premier ministre Albert Ouedraogo, un technocrate bien connu du public et docteur en économie.
Il a enseigné durant plusieurs années à l'université de Ouagadougou. Un camp de l'armée malienne dans le centre du pays a été frappé vendredi par une attaque. Le bilan fait état de 27 soldats tués et 47 terroristes neutralisés. 2 jours de deuil national ont été décrétés. La Corée du Nord a annoncé ce dimanche avoir procédé à un nouvel essai important en vue du développement d'un satellite de reconnaissance. Avec ce test, la NADA estime la fiabilité de transmission des données du système de réception de satellites ainsi que son système de commande de divers systèmes de contrôle au sol. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce dimanche s'être entretenu une nouvelle fois au téléphone avec son homologue américain Joe Biden. Les 2 dirigeants ont notamment évoqué les sanctions contre la Russie et le soutien financier des États-Unis. Et il est temps pour moi de vous quitter et de vous souhaiter une très belle nuit. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.